Écoute-moi bien, Ahlam, j'ai juré sur ma vie, j'ai juré que j'allais me venger. Et quand je jure et que je fais la promesse de me venger, wallah que ce que je dis, ça va pas se retrouver à terre. Pendant la prison, je crois que ces 3 mois-là, j'ai dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit et j'ai pensé à la manière dont j'allais me venger de ces 7 salopards. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. HDV, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, surtout je pense les nouveaux, qui demandent à chaque fois, mais ça veut dire quoi HDV? C'est quoi HDV? Donc, HDV, ça veut juste dire histoire de vivre. Donc, je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, le temps de vous préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder ou écouter l'une de mes nouvelles vidéos. Et une fois que tout ceci est prêt, on passe à la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle HDV Histoire de vie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite et plus précisément dans la ville de Déjan. Et pour être encore plus précise, tellement que j'ai fait des recherches sur cette histoire, plus précisément dans un endroit qu'on appelle Mantaqat Bou'ri. Je ne sais pas si je l'ai bien c'est-à-dire si je l'ai bien dit, mais j'espère que oui. Donc cette histoire, elle s'est passée là-bas et elle s'est passée en 2001. Sauf que depuis 2001, il n'y a pas un habitant de Jazan ou de la région de Jazan ou de l'Arabie Saoudite entière, tellement que cette histoire elle a fait grand bruit, qui en parle pas jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire en fait, plus le temps avance et les années aussi, et plus les gens ils la racontent tellement que ça les a marqués. Donc celui qui nous raconte l'histoire, c'est un ancien militaire, mais un ancien policier militaire. C'est-à-dire c'est ceux qui s'occupent des militaires. Quand ils font des délits, il y a une police spéciale qui raconte cette histoire qui est très connue. Et ça commence avec vraiment du suspense parce qu'il dit, il se rappellera toujours du jour où un soldat du nom de Khaled était présent devant lui dans son bureau, menottes en main, et il était en train de parler au téléphone et il demandait quoi sur Khaled aux personnes au téléphone qui n'étaient pas n'importe qui puisqu'il s'agissait de ses parents. Eh bien le pardon. Le pardon pour ce qu'il venait de faire et ce qu'il avait fait. Il demandait pardon à sa mère et il demandait pardon à son père avec des pleurs. Et il a dit, donc le militaire à la retraite aujourd'hui qui raconte cette histoire, Khaled il lui faisait trop pitié. Il savait à peu près c'était qui. Bon, c'était bonjour, au revoir. À l'époque où ça s'est passé, normalement Khaled il était à la wajh el-jawal, c'est-à-dire il était aux portes du mariage. Il devait commencer un nouveau chapitre dans sa vie. Et sur ce Khaled, il n'y a pas un point négatif qui se disait sur lui. Bonne personne, un homme bon, pieux, empli de bonté. Vraiment, il ne comprenait pas de la raison pour laquelle il était dans son bureau à l'époque. Et vous aussi, vous allez être choqués. Donc la première question que le militaire à la retraite avait posée à Khaled à l'époque, c'est « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» De toi, j'ai toujours entendu que du khir, c'est-à-dire que du bon, que des choses gentilles, que des qualités. Comment ça se fait que tu es là? Donc là, il dit que Khaled, il avait baissé la tête, il avait fait un petit sourire en coin, et il l'a relevé, il l'a regardé droit dans les yeux. Et il lui a dit « Est-ce que tu es prêt à entendre mon histoire ?» Oui, je veux savoir. Puisqu'il faut savoir que quand il l'avait ramené dans la caserne, menotté, et qu'ils allaient au poste de police des militaires, en fait, tous les autres soldats de la caserne et tout le monde était choqué de voir Khalid dans cette posture-là. Écoute, vas-y, c'est parti. Je vais te raconter, mais tu me coupes pas jusqu'à la fin. Et à la fin,
عندي لك سؤال. À la fin, j'ai une question très importante pour toi. La question est la suivante. Tu me diras, si tu étais à ma place, comment tu aurais réagi? Donc là, Khaled, il commence à raconter. Il dit, voilà, moi je travaille à la ville de Tabouk, mais j'habite à la ville de Jazan. Donc juste pour information, entre Tabouk et Jazan, il y a plus de 1700 km. Et genre, ça fait littéralement 12 heures en voiture, soit 2 à 3 heures en avion. L'extrême nord à l'extrême sud. Et donc Khaled dit que à son travail, à son poste, il restait 15 jours. Ensuite, il pouvait rentrer chez lui pour 1, 2, voire 3 semaines, jusqu'à que de nouveau, eh bien, sa caserne le rappelle. Et ça s'est toujours, il nous dit, très bien passé. Il n'a jamais eu de problème, il n'a jamais eu de rappel à l'ordre, ni rien. C'était une personne, comme je vous le dis, tout à fait exemplaire. Il faut savoir que moi, j'étais très amoureux de ma cousine paternelle. Et ce, depuis l'enfance. Depuis qu'on était petit, j'avais qu'un rêve en tête, c'était de me marier avec, on va l'appeler, parce qu'ils ne lui ont pas donné de prénom, on va l'appeler Ahlam. Je voulais me marier à tout prix avec Ahlam. Je l'aimais, je la respectais, j'en étais fou amoureux. Pourtant, j'avais d'autres cousines, d'autres copines, d'autres filles des voisines qu'on jouait ensemble et tout ça. Mais Ahlam, c'était quelque chose de réel, c'était quelque chose d'à part. Je l'aimais, ne me demandez pas pourquoi, et ce même avant de comprendre c'était quoi les sentiments amoureux. J'ai commencé à réfléchir avec moi-même quand j'ai commencé à voir que je commençais à avoir une situation, que je m'en sortais financièrement avec le salaire du travail, et j'ai commencé à me dire, oh, sait-on jamais comme Ahlam, voilà, elle est appréciée, sa famille aussi, c'est sûr que dans très peu, là, va commencer à avoir des demandes, et avant qu'une personne me passe sous le nez, je vais aller demander sa main. Il va en parler avec sa mère, donc sa mère elle va contacter la mère de Ahlam et elle va lui dire, écoute, on va venir chez vous parce que mon fils Khaled, voilà, c'est-à-dire voilà ce qu'il a en tête, il veut demander Ahlam en mariage. Donc la mère de Ahlam, elle avait répondu, c'est-à-dire il n'y a pas meilleure nouvelle que celle-ci, elle était heureuse. Et donc, ils sont convenus d'une date pour venir, c'est-à-dire demander la main de manière officielle à Ahlam et à sa famille. Et sauf que quelques jours, dites-vous malheureusement, avant cette demande, la maman de Ahlam va mourir. Et c'est une cause naturelle. Genre, elle n'était pas malade ni rien. Ils se sont levés un matin et elle magamet. Allah yarhamha, c'est-à-dire que la mère, elle s'est pas réveillée ce matin-là et ils ont donc su qu'elle était morte. Donc, le sujet du mariage, et de la demande plutôt, ils ont décidé de le repousser à 1 an plus tard. Ou plutôt, ils ont décidé de le repousser de 1 an. Voilà, je crois que c'est plus français. Donc là, dites-vous que les 1 an sont passés, et là, subhanallah, là, il n'y a que Dieu qui sait ce que je vais vous dire maintenant, la cause et la raison. Le père, à son tour, il va mourir au moment où ils ont décidé de venir demander la main. Donc, l'oncle est mort, donc c'est le frère du père de Khaled, et donc ils étaient de nouveau choqués. Choqués, mais pas trop, puisque le père, il était très attaché à sa défunte épouse, et donc, tout de suite après, il n'a pas supporté, il était trop triste, et Mskin, il l'a suivi, puis à son âme, à son tour, il est mort. Donc là, Khaled, il explique qu'à ce moment-là, son père, à lui, devenait en gros comme le tuteur et la figure paternelle pour sa cousine, pour Ahlam. Parce que c'était le père de Khaled qui était, dans les frères et sœurs, l'aîné, le plus grand. Donc là, Khaled, il dit que son père, il a eu une discussion donc avec sa nièce, avec Ahlam, qui devait devenir sa future épouse, et il lui a dit, écoute, pour moi, ça va être dur, et en gros, c'était inconcevable, que tu restes vivre seul, sans personne, dans la maison, surtout que la maison, elle est assez grande, conséquente et tout ça. Donc le père, il voulait pas que sa nièce vive seule. Donc à ce moment-là, Ahlam, elle a répondu avec politesse, écoutez mon oncle, là, c'est la maison pour laquelle mes parents, ils se sont tués pour acheter le terrain
pour la construire et il en est hors de question que je m'en sépare et que j'aille vivre ailleurs et surtout que je devienne une charge pour quelqu'un. C'est-à-dire, en gros, mes parents, ils m'ont laissé, alhamdoulilah, voilà, c'est-à-dire les murs, donc ils m'ont laissé un toit sur la tête. On a de l'argent, donc en gros, je peux m'assumer. Donc dans ce cas-là, l'oncle, il a dit, bon, pour que ça me prenne pas la tête et que je sois pas inquiet pour toi, ta sécurité, etc., que dirais-tu si on avance le mariage et que vous vous mariez, en gros, toi et Khaled? Et ce qu'il faut savoir, c'est que entre Ahlam et Khaled, il y avait quand même le kalam, c'est-à-dire il y avait des paroles, ils se parlaient, il y avait de l'affection, il y avait une envie des deux mutuelle de se lier par le mariage. Quand l'oncle il dit à sa nièce pour le mariage avec Khaled et tout ça et tout, elle va répondre, moi j'ai pas de maneh, c'est-à-dire moi je ne m'oppose pas du tout, au contraire, moi aussi je voudrais me marier pour fonder un foyer et surtout avoir des enfants, parce que maintenant s'est retrouvée orpheline et donc voilà, elle voulait ouvrir un nouveau chapitre, mais elle a dit le mariage je peux pas le faire maintenant parce que voilà, ma mère elle est morte déjà, bon ça fait 1 an, mais mon père il vient de mourir, on peut pas se marier comme ça, il faut laisser le temps un peu du deuil. Ensuite j'ai quelques conditions, donc là l'oncle il va l'écouter, il va lui dire c'est lesquelles. Donc elle dit moi les seules conditions c'est pas qu'on me ramène genre du personnel qui soit à mon service ou un chauffeur, ça, non, moi, je m'en fous de tout ça. Moi ce que je veux c'est que déjà Khaled il fasse tout pour obtenir une mutation, qui travaille plus là-bas à Tabouk et qui vienne travailler ici à Jazan. Et au-delà de ça, je veux pas venir vivre chez vous puisque c'est souvent traditionnel que ce soit la fille, la future mariée ou la mariée, puisqu'elle est à présent mariée, elle qui aille en gros vivre chez la belle famille. Puisque dans le Golfe, ils font souvent des grosses maisons et ils ont tendance, en fait, une fois que tu es marié, que tu vas vivre avec ton mari chez la belle famille. Mais chacun a son janah, c'est-à-dire chacun a son espace. Voilà, si vous comprenez. Et donc elle a dit, moi je veux pas de ça. Moi je veux que quand on se marie, ils viennent vivre avec moi dans la maison de mes parents. Voilà, parce que j'ai pas envie de m'en séparer, j'ai pas envie de la vendre. Il y a leur odeur, il y a tous mes souvenirs. Et pour moi, je peux pas m'en séparer. Elle va conclure en disant, voilà, ce sont mes seules conditions. Si elle accepte, bismillah tabarakallah, on se marie sans problème. Donc l'oncle, il part, il rentre chez lui, il appelle son fils Khaled et il commence à discuter en lui disant, écoute, voilà, je vais parler du mariage et tout. Voilà ses conditions, mais déjà, il faut que tu arrives à tout faire pour venir. Pour elle, c'est trop important que tu travailles pas là-bas à Tabouk, mais que tu viennes travailler ici à Jazan. Et après, il lui a parlé de la condition de vivre avec elle chez la maison de ses parents. Il a très bien compris parce qu'il savait qu'elle était attachée, c'est la maison dans laquelle elle est née. Donc voilà, c'était trop sentimental. Donc il a dit, il n'y a pas de problème, je vais tout mettre en œuvre pour, Inch'Allah, obtenir une mutation et venir ici à Jazan. Là, quand le père de Khaled, il voit que son fils, il est d'accord et en accord avec les conditions de sa future femme, l'oncle, il va en aviser donc sa nièce, lui dire, il a accepté toutes les conditions. Donc tout de suite, ils vont faire le mariage, on va dire, religieux, mais ils vont pas encore passer, on va dire, au tribunal pour se marier et tout, faire la mairie, nanani, nanana, parce qu'elle voulait laisser, je vous ai dit, un temps, faire le deuil. Mais, on va dire de manière religieuse, devant Dieu, ils sont époux et épouse. Hormis le deuil, c'est le temps qu'il arrive à avoir sa mutation et qu'il vienne, et c'est une fois qu'il sera, c'est bon, muté et réinstallé dans sa ville à Jazan, et bien que là, ils vont tout faire pour préparer le mariage, le civil, etc. Et ils étaient très contents et ça a annoncé un bel avenir. Mais malheureusement, vous savez que sur cette chaîne, bien, généralement, ça se passe pas trop bien dans les histoires. Et là, vous allez en avoir la preuve. Tout partait bien. Jusqu'au jour où je sais pas pourquoi ce personnage, cette personne, elle est sortie dans leur vie. Les gens, quand ils parlent d'elle, ils l'appellent Ayouz Nar, c'est-à-dire la vieille du feu, la vieille de l'enfer et tout, tellement que tout ça là,
tout ce harira, tout l'horreur qui arrive après, on va dire, elle en est la cause. Et vous allez comprendre. Donc, cette vieille femme, c'est littéralement la définition originelle de Bergega. C'est-à-dire de la dame qui connaît toute la vie de tous les gens, alors que toi, tu la connais même pas, mais elle te connaît, elle sait t'es né quand, elle sait quelle couleur de slip ou de caleçon tu portes, elle sait combien vous êtes de personnes qui habitaient dans ce foyer, elle connaît tout. Elle sait tout, mais vous, par contre, sur sa life, sur sa vie, vous ne savez rien et vous ne saurez jamais rien. Et donc, cette vieille femme, un jour, elle va aller voir le père de Khaled et elle va lui dire quelque chose qui va vous choquer, mais quand le père de Khaled a entendu ça, lui-même, miskin, il était perdu. Tu sais que ta nièce Ahlam, il dit oui, quoi, qu'est-ce qu'elle a ma nièce? Il lui dit, tu sais qu'elle a un frère d'allaitement? Donc lui, il était choqué. Il dit, hein? Et elle répète, tu sais qu'elle a un frère d'allaitement? Donc lui, miskin, au vu du hein, ça se voyait qu'il n'était pas au courant. Elle lui dit, si, je suis sûre et je me rappelle très bien, je suis la carte mémoire de tout le quartier, je suis le disque dur. Je me rappelle que la mère de Ahlam, ce garçon en question, elle lui a dit un blaze, que je vais vous dire après, eh bien, elle l'a allaité. Mais elle n'a pas allaité juste 2 secondes comme ça, elle a allaité genre de manière complète. Parce que la maman de ce garçon en question, elle était tombée malade, elle donnait plus de halib, elle donnait plus donc de lait. Et comme c'était l'amie de la mère de Ahlam, paix à son âme, elle avait eu pitié et donc elle avait allaité comme si c'était son enfant. Elle lui avait donné du lait parce que c'était à la période où elle avait eu Ahlam. Donc là, Khaled était tellement choqué, il a demandé, ok, Oushu Isma, genre en gros, ok, il s'appelle comment? Et les gens, ils sont tellement choqués de cette affaire. D'habitude, ils sont pour logique, souvent, de changer les prénoms des gens et tout ça. Mais là, ils ont donné sa vraie identité. Et donc, cette personne, son vrai prénom, puisqu'il l'appelle par 2 choses. Soit il l'appelle Hajakoum, le salaud, soit il l'appelle par son vrai prénom, qui est Yahya. Donc, directement, Bou Khaled, il a dit à la vieille dame, ok, et tu sais où il habite? Elle dit, bien sûr, il habite dans tel quartier, et la maison dans laquelle il vit, elle est comme ci, comme ça. Et je te jure que, genre, en gros, je te mens pas, je te dis la stricte vérité. Et là, Bou Khaled, veuillant bien faire, bah, si elle a un frère, il faut que ce frère-là vienne vivre avec elle, pour que nous, on soit rassurés, et qu'elle soit pas toute seule dans cette maison et tout ça. Si cette vieille dame peut-être, Rabbi, Dieu, il nous l'a envoyée dans notre vie, c'est pour ça. C'est pour qu'on arrête de se prendre la tête et tout. Et surtout qu'elle se sente moins seule. Parce que là, d'un seul coup, en fait, elle s'est, en l'espace d'1 an, retrouvée orpheline. Là, peut-être c'est Dieu qui envoie cette personne dans la vie de Ahlam. Donc, le père, il va prendre sa voiture et il va se mettre en route direction l'adresse de Yahya. Bou Khaled, là vous avez compris que Bou Khaled c'est le père de Khaled. Bou Khaled, il arrive à l'adresse que la vieille I'you, c'est-à-dire la vieille dame, lui a donnée. Il sonne à la porte et c'est un monsieur de l'âge de Bou Khaled qui va se présenter. Il ouvre la porte et tout ça, alaykoum salam. Men ent, genre en gros, oui, vous êtes qui? Il a dit, j'ai juste une question. Le monsieur lui a dit, oui, vas-y, pose-la. Il lui dit, est-ce que c'est vrai que Yahya, il a été allaité par, il a dit le prénom de la mère à Ahlam, telle année, parce que ta femme a été malade et tout comme la vieille, elle lui a dit. Et le monsieur lui a dit, eh wallah, satch, tarakant mariti, maridat jiddan. Oui, parce qu'à l'époque, ma femme a été gravement malade. Ahlam, et c'était la mère de Ahlam qui, à cette époque-là, avait allaité de manière complète mon fils Yahya. Donc là, le père de Bou Khaled, il était choqué d'un côté, mais aussi rassuré. Et il disait vraiment, c'est Dieu qui a voulu que Yahya entre dans notre vie, parce qu'on est trop inquiet de la savoir toute seule chez elle. Donc là, il va expliquer au père de Yahya la situation. Il va lui dire, voilà, est-ce que tu es au courant que la mère de Ahlam, elle est morte? Il dit oui. Il dit d'ailleurs, le jour
du haza, c'est-à-dire des funérailles, j'étais présent, et même mon épouse et tout ça. J'oublierai jamais comment elle était la mère de Ahlam, gentille, douce, surtout à la période où mon épouse à l'époque, quand elle a accouché, Yahya, elle était malade et tout ça. Quand elle est restée hospitalisée, c'était la mère de Ahlam qui gardait mon Yahya chez elle et qui l'a allaité, tout ça comme je t'ai dit. Il lui a dit donc pour Khalid, écoute, Ahlam et Yahya, donc sont frères et sœurs. Maintenant, la fille Ahlam, elle est toute seule là-bas à la maison. Et elle est mariée, elle est ma nièce, mais elle est aussi aujourd'hui ma belle-fille, puisqu'elle s'est mariée avec mon fils Khalid. Ils ont juste fait le mariage religieux, et Inch'Allah, dans très peu, ils vont faire un mariage officiel. Mais je lui ai proposé de venir chez nous, et elle n'a pas envie d'aller habiter chez personne, elle veut rester dans la maison de ses parents, c'est compréhensible et tout ça. Bédou, ça nous inquiète. Donc, maintenant que ton fils Yahya s'avère par l'allaitement être son frère, on serait beaucoup plus rassuré et à l'aise qu'il aille faire son rôle de frère et qu'il reste avec sa sœur le temps que celle-ci se marie. Donc, entre-temps, le père de Yahya, il l'appelle, il le présente, il lui raconte et là, ils lui disent « Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'en gros, t'es d'accord d'aller vivre avec ta sœur Ahlam et tout ça et tout ça ?» Et lui, il répond « Si mon père est d'accord, donc si vous êtes d'accord, moi, en gros, ça me dérange pas. » Donc, le père, il va dire « Bien sûr, moi, ça me dérange pas, au contraire. » Comme ça, la fille, déjà, là, de la compagnie. Et aussi, t'es son frère, tu es son sanet, c'est-à-dire tu es comme son protecteur. Donc, c'est très bien. Et là, Yahya, il va dire, ok, je vais aller m'installer avec ma sœur. Directement, ils sont partis pour en aviser maintenant, Ahlam qui n'était pas du tout au courant de cette histoire. Donc là, quand elle va apprendre qu'elle a un frère, parce que pour elle c'est son frère, vu que sa mère elle était comme elle le même temps et tout, elle était contente. Donc elle a dit, vu on a été allaité et qu'il est pour moi un frère et en gros c'est pas interdit qu'il va vivre avec moi, il vit avec moi, je vais m'en occuper, c'est Dieu qui me l'a envoyé, c'est une bénédiction. Alhamdoulilah, moi le soir, je voulais pas vous dire et tout, mais je pleure beaucoup parce que mon père et ma mère me manquent et je sais que Dieu il a dû entendre mes prières et il m'a envoyé carrément un frère. Et une fois que elle ne s'y est pas opposée à Ahlam, Yahya il retourne chez lui, il prend des fringues, une valise et il débarque dans la grande maison de sa sœur et s'y installe et elle l'accueille vraiment de manière très fraternelle avec amour, respect, tout ce que vous voulez. Sauf que ce soit Ahlam et son oncle, eux ils n'étaient pas au courant que Yahya c'est un être odieux, ignoble. Et ça, malheureusement, ils vont le découvrir petit à petit, mais surtout celle qui va le découvrir, ça va être Ahlam. Donc, quand on dit que c'est un être ignoble, dans votre tête, toutes les bêtises que vous pouvez vous imaginer, genre la droga, la vodka et tout ça, tout le balaoui et dunya, c'est-à-dire tous les trucs qu'il faut pas faire, lui, il les faisait. Et tout le mauvais qu'il fallait pas faire, il l'avait en lui. Sauf qu'il le cachait très, très bien. Il cachait très bien son jeu. Mais ça, par rapport à ce que je vais vous dire, en gros, c'était rien. Puisque dites-vous que le mec, il va commencer à faire quoi ? Quand Ahlam, elle rentre dans sa douche, le mec, il regarde. Le mec, il se cache et il la filme. Il filme celle qui est sa sœur, puisqu'ils ont été allaités par la maman défunte de Ahlam. Donc c'est son frère et regardez ce qu'il fait. Mais là encore, c'est rien. Quand elle sort de sa douche et qu'elle va dans sa chambre pour s'habiller, le mec pareil. Il la photographie, il la regarde, il la filme et tout ça, miskine. Ahlam, elle s'en rend pas compte et elle s'en doute même pas. Elle aime Yahya
comme vraiment si c'était son frère, qu'ils avaient grandi ensemble et tout ça. Il n'y a pas de... Vraiment, elle aime Miskina bniya, c'est-à-dire bsidq. Elle l'aime véritablement. Mais un jour, le mec, il avait tellement pris l'habitude, en fait, qu'il prenait plus les mêmes précautions qu'auparavant. Un jour, il va avoir, on va dire, excès de zèle ou excès de confiance, et surtout que Rabbi, Dieu, il a voulu que Ahlam se rende compte, et elle va finir par se rendre compte, elle va l'attraper la main dans le sac en train de la filmer. Donc là, elle va hurler, elle va être choquée, et lui, vite, il va courir et partir. Qu'est-ce qu'elle va faire, Ahlam? Elle va aller voir son frère, elle va ni lui mettre une droite, comme on aurait peut-être tous fait, ni lui mettre une claque, ni lui cracher dessus, ni lui mettre un coup de pied, comme Bruce Lee, rien. La pauvre, elle va vouloir d'abord dialoguer. Donc elle va lui dire, moi, genre en gros, mais t'as pas honte? Tu es mon frère. Je veux même pas dire mon frère juste par allaitement. Pour moi, tu es mon frère, ça y est. T'as bu le sein de ma mère, le lait de ma mère. Donc pour moi, même si on n'a pas été dans le ventre, t'es mon frère. Et tu me fais ça. Tu me photographies sans vêtements, tu me filmes et tout ça. Peut-être que ça fait depuis longtemps, vu comment t'étais à l'aise que tu me faisais ça, je me suis jamais rendu compte. Zahma, comment t'as pu trahir autant la confiance et tout qu'on t'a donné? Et surtout, après mon père et ma mère qui ne font plus partie de ce monde, pour moi, tu étais mon star, c'est-à-dire tu étais celui qui me couvrait, tu étais mon protecteur, ma protection. T'es mon frère. Comment un frère, il peut faire ça à sa sœur? Elle était choquée. Et au-delà d'être choquée, la pauvre, elle était outrée. Puisque tout simplement, jamais de sa vie, elle aurait pu se douter ou s'imaginer que ce Yahya-là qui prie, qui rigole, qui sourit, qui discute beaucoup avec elle et tout, il est cette facette-là en fait, ce gros vice-là de psychopathe pervers voyeur. Sauf que tout ce discours et ces pleurs que Ahlam elle va avoir envers son frère, le mec, au lieu de regretter ses actes et de dire « Aoud billah, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» et regretter, pleurer, supplier et tout, le mec, il va lui faire peur. Donc à l'époque, le téléphone qu'il avait, c'était un Nokia. Et à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant, on va dire, les réseaux sociaux, genre beaucoup développés. Ça n'existait pas trop. Mais il y avait des forums. Et sur ces forums-là, en fait, il balançait des photos de meufs. Donc il lui a fait du chantage. Il a commencé à lui dire « Écoute, on va faire un truc. Moi déjà, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Cette histoire de ouais, on est frères juste parce que ta mère m'a donné de son sein, m'a donné de son lait, pour moi non. Tant que j'ai pas été dans son ventre, toi et moi, on n'est pas frères et on n'est pas sœurs. Donc déjà, première des choses, là, ça l'a choqué. Mais là, il va l'atomiser. Il va lui dire, donc, comme toi et moi, on n'est pas frères et sœurs, parce qu'on n'a pas le même père ni la même mère, ni qu'on a été dans les mêmes ventres, j'ai juste bu le lait de ta mère. Donc moi, pour moi, voilà ce que je vais te proposer. Si tu veux pas que je t'affiche sur les forums, et que ta belle image de fille de bonne famille, et surtout que ton futur mariage qui arrive bientôt soit annulé, détruit, et surtout que je risque gros puisqu'on est dans une société où on arrive toujours à faire en sorte que le blâmable revient à la femme, tu vas me laisser te vais comme je l'entends, comme je le veux, quand je veux et où je veux. Donc là, Ahlam va se retrouver, on est bien d'accord, ultra choquée. Elle va se mettre à hurler, à répéter plusieurs fois. Quoi? Mais répète, mais t'es un malade, mais à insulter et tout. Et seulement qu'elle va pas en revenir de ce qu'elle venait d'entendre, qu'elle va le mettre dans un premier temps à la rue. Elle va le sortir de ses ailes. Ça y est, elle voulait plus de lui et surtout elle voulait effacer de sa mémoire tout ce qu'elle venait d'entendre de sa bouche, de la personne, encore une fois je vous le dis, qu'elle considérait vraiment comme son frère et qu'elle était heureuse de faire rentrer dans sa vie, elle qui a été une fille et un enfant unique. Elle pensait qu'en faisant ce geste-là, cette action-là, son cauchemar allait s'arrêter. Sauf que très vite, elle va commencer à réfléchir et à se dire, imagine qu'il veuille se venger. Et se venger comment? Eh bien avec toutes les photos et vidéos qu'il avait d'elle dans son téléphone. Et elle s'est rappelée du mot forum. Imagine qu'il aille et qu'il mette vraiment ça
sur Internet. Et donc, il a commencé à jouer avec son psychologique et ses peurs. Et il va lui envoyer un premier message en lui disant « Imagine que là, je décide comme ça d'envoyer quelques photos et quelques vidéos à ton mari. Les hommes, ils rigolent pas avec ces sujets-là. Tu sais très bien ce qui peut t'arriver. Tu sais pas en vérité la réaction de ton mari. Cherchant qu'il est un soldat, bon, je pense que sa réaction sera vraiment grave et que tu peux perdre ta vie. Donc, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux pas que je revienne à la maison et que tu acceptes le deal que je t'ai dit? Ou bien tu veux que j'envoie à ton mari? Bon, peut-être que ton mari, il va voir et il va accepter la situation et qu'il te croira. Mais c'est pas très 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 sûr quand il verra que tu seras étalé partout sur Internet. Il acceptera pas et qu'il pètera un câble. Et peut-être même que s'il vient me tuer, il te tuera toi aussi. Donc là, Ahlam, elle était dans tous ses états. Parce qu'elle a déjà entendu des histoires de crimes d'honneur pour moins que ça. Et ça l'avait choquée. Alors là, elle se disait qu'elle aussi, elle allait finir par rentrer dans cette liste effrayante et surtout trop triste de toutes ces femmes qui ont perdu la vie à cause de sujets tels que le sien. Donc là, elle a commencé à avoir peur. Ahlam, elle va décider de ne pas répondre à son message, de faire comme si elle n'avait jamais reçu ni jamais lu. Et elle va prier pour espérer qu'il ne mette pas ses menaces à exécution. Elle, de Khaled, ce qu'elle connaît, c'est qu'il n'est pas du tout sanguin, ni méchant. Elle sait que c'est quelqu'un de bien, de bon, de pieux. Mais elle dit, si on lui remplit la tête, imagine, il va s'imaginer des choses et tout, donc elle a vraie peur. Donc pendant quelques jours, elle n'a pas de nouvelles de son connard de frère d'allaitement. C'est quand même ma lampe. Elle s'est éteinte tellement qu'elle était choquée. Sorry. Donc je vous disais, pendant un moment, elle va pas avoir des nouvelles de frère d'allaitement, là, Moji. Et donc elle s'est dit, ouais, peut-être qu'il a regretté et que, alhamdoulilah, elle va plus jamais en entendre parler. Mais que nenni, voilà qu'on vient sonner à la porte et quand elle va ouvrir, elle tombe nez à nez avec Yahya. Et là, il avait une tête grave. Il lui dit, est-ce que je peux te parler? Donc elle va avoir honte. Et surtout qu'elle a bon cœur, elle va le laisser rentrer. Donc une fois qu'il rentre, il lui dit, écoute, j'ai réfléchi avec moi-même, j'ai vraiment agi comme un connard, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis laissé tenter par le diable, tu sais que j'en dormais plus, que j'en mangeais plus, que j'en buvais plus, j'ai regretté, j'ai fait tauba, c'est-à-dire que j'ai fait des prières sincères pour que Dieu et surtout toi, tu me pardonnes, parce que voilà, avec déjà toutes les épreuves de la vie que tu as eues, la perte de ta mère, ensuite de ton père et tout, et moi je t'ai rajouté. Non, je regrette réellement et sincèrement. Et si aujourd'hui je me tiens devant toi, c'est pour te demander pardon. Est-ce que tu es prête à me pardonner afin que ma tauba, regardez comment il utilise les mots pieux pour que il rentre dans sa tête, mais surtout dans son cœur, comme il sait que son cœur, c'est-à-dire il est fragile, elle va accepter son pardon. Et pourquoi elle le pardonne? C'est pas de gaieté de cœur et tout ça. Hein. Elle le pardonne parce qu'elle avait peur. Elle s'est dit, bon, bah, s'il a agi comme ça, dans sa tête, c'était Inch'Allah qu'il a supprimé ou ben, qui supprimera maintenant que je lui dis, genre, en gros, que je le pardonne, même si je le pense pas dans mon cœur. Bah, qui va supprimer les photos, les vidéos et tout qu'il a fait de moi. C'était ça, elle, sa seule angoisse et qui l'empêchait, Miskina, de manger et surtout de dormir. Elle va le rassurer en lui disant qu'elle lui pardonnait, etc. Et puis, on va faire comme si ça n'est jamais arrivé, que ça s'est jamais passé, que tu m'as jamais dit les horreurs et les atrocités que tu m'as débité. Ça y est, on referme véritablement le sujet. Quand elle lui dit que c'est bon, elle le pardonne. Il va lui dire est-ce qu'il pouvait revenir vivre à la maison parce que voilà, ses parents lui disaient mais comment ça se fait que tu es déjà de retour? Et il avait peur. Il lui dit voilà que ses parents ils soupçonnent ou ils se doutent d'un truc. Ils voulaient pas de problème. Déjà qu'ils savent que voilà il fait des bêtises, c'est-à-dire qu'il fait de la droga, de l'alcool et tout ça. Ils voulaient pas s'ils apprennent ça. Là, son père, il est capable de le tuer de ses propres mains. Donc, elle a eu de la peine. Et quand il va lui demander ce qu'il pouvait revenir vivre donc
avec elle, elle va lui dire oui, sauf que à des conditions, c'est-à-dire que tu habites dans le jardin, dans la maison du jardin, tu n'habites plus dans la maison principale avec moi. C'est bon comme ça? Il a dit oui, mais j'accepte juste pour que, en gros, je me fasse pas griller. Donc une fois que c'est bon et tout, il lui dit écoute, je peux te demander un autre truc. Elle le regarde, elle attend, et là il lui dit voilà, il y a un match super important ce soir de foot et on va pas avec mes potes aller dans un café. Je voudrais inviter 3 de mes amis. Que genre, toi, tu nous fasses à manger parce que tu cuisines trop bien. Comme ça, on peut regarder le match ici tranquillement à la maison. Et donc, elle va accepter. Elle va lui dire, il n'y a pas de problème. Il lui dit même le plat qu'il souhaitait qu'elle leur prépare. Elle lui dit, il n'y a aucun souci, je vais sortir, je vais faire les courses. Ou Inch'Allah, ajhaz-lakum al-asha. Et Inch'Allah, je vous prépare le dîner. Et il lui dit, tiens, regarde le téléphone, il lui montre. Et il n'y avait plus aucune de ses photos, ni aucune vidéo. La galerie, elle était vide. Donc là, elle était vraiment rassurée. Elle se disait, voilà, la bonne foi, ils m'ont pas, c'est bon. On ferme le sujet. Et surtout aussi, elle se disait que maintenant, il restait 3 mois avant que, alhamdoulilah, Khalid, son mutation, elle soit, c'est bon, définitive, acceptée. Et que, voilà, le mariage aussi, il arrive. Et puis voilà, donc 3 mois à tirer avec lui. Bon, il m'a fait que cette dinguerie-là. Il a promis qu'il n'en fera pas d'autres. Il m'a montré sa bonne foi. Son téléphone est vide, donc alhamdoulilah, il n'y a plus rien à craindre. Et à ce moment-là de l'histoire, tous ceux qui écoutent, ils en veulent à Ahlam de ne pas, dès lors, en fait, qu'elle avait preuve de photos, vidéos dans le portable, eh bien, de Yahya, d'être partie porter plainte contre lui. Il aurait instantanément été arrêté, jugé et surtout condamné. Mais elle avait trop peur d'en parler et donc elle a préféré garder le silence. Là, Ahlam, elle sort, elle va faire des courses. Et elle rentre à la maison et elle rentre directement dans la cuisine. Et elle se met donc à cuisiner le dîner pour Yahya et ses 3 potes. Et au bout d'un moment, elle entend la porte de la maison. Et elle sait que c'est Yahya qui rentre, donc accompagné de ses potes. Sauf que là, elle voit quoi? Elle voit que Yahya, fi'lan, effectivement, c'est bien lui qui est là, accompagné de ses 3 potes. Sauf que là, elle voit que Yahya, il s'approche du gaz et qu'il l'éteint et qu'il a un sourire bizarre dans son visage, mais surtout que les 3 hommes aussi ont un sourire chelou. Et normalement, Yahya, il sait que sa sœur, elle est voilée. Sa sœur porte le voile. Donc, normalement et logiquement, quand il rentre avec les 3 mecs, il doit crier, genre faire une annonce, une alerte. Je suis pas seule, et elle comprend, tac, elle se couvre la tête. Et là, elle était choquée parce qu'elle n'avait pas son voile ni rien du tout. Donc là, elle commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a éteint le gaz et il a attrapé sa sœur et il la met, tac, sur son épaule et il dit à ses potes de le suivre. Et là, elle voit quoi? Ahlam, elle commence à comprendre qu'il est en train de la ramener dans une des chambres de la maison. Et là, il la balance sur le lit et un des mecs attache une main, l'autre une main, et lui il va attacher une de ses jambes et l'autre mec qui est avec eux, il attache l'autre jambe et il l'attache au lit. Et là, il commence, dites-vous, à lui enlever petit à petit ses vêtements. Ahlam, elle hurle de toutes ses forces, mais à chaque cri qu'elle émet, il lui met soit des claques, soit des coups de poing, soit il l'étouffe pour l'empêcher d'appeler au secours et d'appeler à l'aide. Et il prend comme ça Yahya son téléphone et il commence à la filmer, à la photographier. Photo, vidéo, photo, vidéo. Et là, Ahlam voit que son frère, il donne le téléphone à un de ses amis et il le positionne comme ça et il dit tu bouges pas de là. Et là, elle commence à voir son frère, celui qui est censé être son frère d'allaitement, commencer voilà, à enlever ses vêtements. Et ce sera le premier qui l'avait. Vous avez compris. Ce sera lui, le premier. Et c'est vraiment de la folie. Et toujours, comme je vous dis, أول الطعنات تجي من القرايب.
toujours les premières dingueries et les premières trahisons, elles vous viennent pas des gens extérieurs, mais des gens qui sont proches de vous ou censés être proches de vous. Là, en l'occurrence, c'est son frère. Donc une fois que Yahya, il finit, il dit à ses potes, à votre tour, vous pouvez V ma sœur d'allaitement comme vous voulez. Imaginez, là j'ai les poils comme ça, ils sont redressés, je ne sais pas si vous allez voir, tellement que ça m'a choqué. Mais dans tout ça, ça déjà c'est des grosses dingueries. Mais quand vous allez comprendre et entendre la suite, là vous n'allez pas en revenir. Donc là, quand ils ont fini, voilà, de la V, dites-vous qu'ils vont tous partir, quitter la maison de Ahlam et ils vont la laisser attachée. De Yahya, ils décident de la laisser attachée tout le restant de cette journée-là et toute la nuit, et il est venu que le lendemain. Donc le lendemain, quand Yahya il vient, malgré qu'Ahlam elle a essayé durant la nuit de se détacher, elle était tellement mal en point, tellement choquée, tellement sans force qu'elle n'a pas pu. Même pleurer, en fait, au bout d'un moment, elle n'avait plus de larmes. Donc quand Yahya il est venu, il lui a dit, déjà dans un premier temps, il a commencé à la détacher et il lui a dit, écoute-moi, je t'ai vu et pas seul avec mes amis. C'était, écoutez la dinguerie, un des moments les plus mémorables de ma vie. Et en gros, maintenant j'ai eu ce que je voulais depuis que je t'ai vu, en gros, voilà, te vais. Maintenant, tu n'es plus Haq Jawaj. En gros, maintenant, personne ne voudra se marier avec toi parce que tu sais très bien que dans notre société, eh bien, personne ne veut d'elle. Tu sais très bien, j'ai pas besoin de te faire un dessin. On a grandi comme ça. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Donc, Ahlam, la pauvre, elle répond pas par la voix, ni oui, ni non. Elle fait juste par la tête comme ça, tout en tremblotant de la tête jusqu'aux pieds. Et comme il sent qu'elle a vraiment peur de ces sujets-là, il décide de lui rajouter encore plus de peur en lui disant, si jamais tu t'étais dit dans la nuit que tu allais en parler à ton mari, sache que je suis un homme et si moi il arriverait une dinguerie comme ça à celle que je devais marier ou à celle qui est ma femme, en gros je m'en débarrasserai. Donc on prend, je la quick. Donc c'est sûr qu'en plus ton mari, toi c'est un militaire, je crois même pas qui va accepter ça. Au contraire, je pense qu'il va te quick directement. Donc, n'aie surtout pas l'idée d'aller te confier ou d'aller en parler, que ce soit à lui, ni à n'importe quelle autre personne. Ce secret-là, il va être enterré entre toi et moi. Et à partir de ce moment-là, mes cappuccinos, cappuccinettes, Ahlam, elle rentre fi halat ktiab sa'ab. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une phase de dépression, mais vraiment grave, la pauvre. Elle avait personne à qui se confier. Imaginez une fille qui a toujours bien vécu, qui a toujours reçu que de l'amour, que de la gentillesse, qui a toujours été entourée que de bonnes personnes, qui vient de devenir orpheline, qui n'arrive pas, qui n'a pas fait encore le deuil de ses parents, malgré que celle-ci s'est mariée, voilà, on va dire. C'est ça un peu qui lui donnait de l'espoir, et surtout le deuxième espoir, c'est d'avoir un frère dans cette vie. Voilà tout ce qui lui est arrivé. Donc la pauvre, elle est rentrée dans un état psychologique vraiment très grave. Et malheureusement, le cauchemar de Ahlam, il va pas se finir à cette horrible journée et nuit qu'elle a vécue. Mais dites-vous qu'à partir de ce jour-là, il va laver avec toujours les mêmes personnes. Et elle va garder le silence. Elle va se confier à personne. Rien. Et à chaque fois, tous ces actes horribles et odieux, tous ces faits qu'elle subissait, eh bien, il les filmait et photographiait. Dans 3 mois, c'est archi quotidien que son chien de frère d'allaitement vienne laver en compagnie de ses amis. Et un jour, quelqu'un va encore frapper à la porte. Et la pauvre, eh bien, elle va aller ouvrir cette porte. Sauf que là, elle qui pensait tomber soit sur Yahya, soit sur un de ses autres V, eh bien là, elle va tomber sur Khaled.
Khaled, il est content avec un bouquet de fleurs, un grand smile et surtout un papier qui annonce à Ahlam sa mutation, que c'est bon, il est parti de Tabouk et qui va commencer sous peu à travailler ici à Jazan. Donc il était super heureux. Là, elle est choquée, paniquée et elle est perdue et elle sait pas, elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire et comment elle devait se comporter en fait. Surtout que il est là Khaled, mais qu'il est accompagné de sa belle-mère, il est accompagné de sa mère. Donc, on va dire, je vous rappelez, religieusement parlant, devant Dieu et tout, ils sont mariés. Donc, c'est sa femme, quoi. Et là, c'est son mari. Là, il manquait plus maintenant que faire le mariage civil pour avoir le livret de famille, etc. Vous savez. Aussi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que malgré qu'ils avaient un mariage religieux, comme ils devaient tout de suite repartir, en fait, ils n'avaient pas encore consommé leur mariage. Donc, Ahlam, à ce moment-là, elle essaye de garder la face et elle les fait rentrer donc chez elle. Donc là, la belle-mère, elle va commencer à capter quelque chose. Déjà, elle capte directement que Ahlam, elle a perdu du poids, mais beaucoup. Ensuite, son visage, au-delà d'être mince, il est pâle et elle a des énormes cernes. Donc, dans un premier temps, la belle-mère, elle se dit, la pauvre, elle n'arrive pas, ou elle doit toujours penser H24 à son père, à sa mère, le fait qu'elle soit orpheline. Ça doit être dur pour elle et tout, parce qu'elle leur avait dit qu'elle pleurait beaucoup le soir et tout, vous vous rappelez, et qu'elle était en état dépressionnaire. Donc, c'était pour ça que quand elle avait vu son frère, elle pensait que ça allait ramener le bonheur dans sa vie, alors que la pauvre, ils lui ont rentré le malheur et l'inimaginable à sa vie. Donc, la belle-mère, quand même, elle va dire, je sais très bien que t'es passée, ma fille, par une situation très difficile, inimaginable. Perdre son père et sa mère à moins d'1 an d'intervalle comme ça, c'est choquant, c'est dur parce que voilà, t'avais que eux et eux ils avaient que toi et tu t'es retrouvée du jour au lendemain seule, malgré que voilà, nous on est présents et tout. L'amour d'un père et d'une mère, de parents, c'est irremplaçable pour un enfant, tout comme les parents, la perte d'un enfant, c'est pas, il y a que ceux qui se passent par ces épreuves-là qui connaissent. Donc, elle lui dit, je sais que c'est à cause de ça que tu es devenue ainsi, mais tu te fais du mal, il faut que tu acceptes, pour aussi l'âme de tes parents elle soit apaisée, il faut que, voilà, alhamdoulilah, tu leur fasses des invocations, Inch'Allah, tu vas les retrouver, l'endroit où maintenant ton père et ta mère ils sont, on va tous un jour être là-bas. Je sais qu'on passe pas souvent te voir et tout, mais regarde, alhamdoulilah, maintenant, il a eu sa mutation. Là, on vous allez lancer la procédure pour faire le mariage civil, vous ayez les papiers de mariage, et très vite, Inch'Allah, Nabi nafrah fikum, c'est-à-dire, on veut vous fêter, on veut faire le mariage au plus vite, et ça y est, voilà, vous commencez un nouveau chapitre, Inch'Allah, dans vos vies. Donc, à ce moment-là, Sarah, elle a aucune réaction. D'habitude, à chaque fois qu'on parlait un peu du sujet du mariage, surtout de la fête et tout, elle avait un sourire en coin, ou elle devenait toute rouge, elle devenait timide, et elle parlait, elle disait oui, voilà ce que je veux pas, etc., etc. Mais là, rien. Donc, encore plus pour la mère de Khaled, c'était bizarre. C'est vraiment pas Ahlam qui est devant elle. Donc là, Ahlam, au bout d'un moment, elle va regarder sa tante, qui est sa belle-mère, et elle va lui dire, ma tante, est-ce que vous pouvez venir? J'ai besoin de parler avec vous à part. Donc là, elle lui dit, la mère de Khaled en rigolant, tu peux parler devant mon fils, ton mari et tout, il y a pas de secret, il y a pas de problème et tout. Elle me dit non, ce que je dois vous dire vraiment, c'est sujet de femme et tout, je peux pas parler devant lui. Donc, la belle-mère, elle va se lever et elle va partir avec sa nièce dans la chambre. Une fois qu'ils sont posés dans la chambre, elle va lui dire, Ahlam, écoutez, voilà, c'est un peu délicat ce que je veux vous dire, mais j'ai bien réfléchi. Et au final, je n'ai plus envie de me marier tout court, dans un premier temps. Donc là, la tante est choquée. Elle dit, comment ça? Et là, elle va lui dire, je n'ai plus envie de me marier avec ton fils. Donc là, la tante, elle va être super choquée. Elle va lui dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Et là, elle va lui dire, je sais pas, j'ai juste plus envie, je le sens pas.
c'est pas que je sens pas votre fils, mais je sens pas que notre mariage il va marcher. Oui, en tant que cousin, cousine, et c'est vrai qu'on s'entend bien, et c'est vrai que j'avais des sentiments envers lui, mais le fait, voilà, que les 3 mois j'ai réfléchi, au final je me vois pas vivre avec lui et partager ma vie avec lui. En plus, vous savez quoi, j'ai fait salat istikhara, c'est-à-dire j'ai fait la prière de consultation au Beninat Lej, et ça m'a montré qu'en gros, si je me marie avec Khaled, on allait divorcer. Genre, en gros, ça allait pas marcher entre nous, et puis voilà. Sauf que là, durant tout le temps où Ahlam, elle dépite, elle parle et elle sort des excuses et des raisons à ne plus vouloir se marier et surtout divorcer du fils de la tante, la mère de Khaled, ses yeux ne sont pas concentrés avec les yeux de sa nièce ni avec son visage, mais son regard il bloque au niveau du ventre de sa nièce. Donc là, la mère Khaled va y aller par 4 chemins. Elle va lui dire, écoute ma fille, quand on est rentré, je voulais pas te dire et tout, je t'ai trouvé super mec, je sais pas combien de kilos tu as tombé, mais tu as énormément maigri. Déjà, ça m'inquiète. Mais maintenant, ce qui m'interpelle, c'est que oui, tu as perdu du poids, mais comment ça fait que ton ventre il soit si enflé? Donc là, Ahlam, elle la regarde, elle lui dit, et sa tante, elle lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Donc là, Ahlam, elle regarde sa tante, elle lui dit, non, il n'y a rien. Et elle commence à bugger. Et là, elle voit que sa tante, elle pose sa main sur son ventre et elle touche comme ça. Et lui dit, ma fille, t'es enceinte? Dès que la tante, elle a dit, Enti hamli benti, genre en gros, est-ce que tu es enceinte, ma fille? Là, directement, Ahlam, elle éclate en sanglots et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc là, la tante, elle est en panique, elle comprend pas. Elle essaye de lui dire de se calmer, de lui raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. Et là, Ahlam, elle va commencer à lui raconter. Je vais vous raconter la misère et le cauchemar dans lequel je vis depuis 3 mois. Est-ce que vous vous rappelez de mon frère Yahya, mon frère par allaitement, que mon oncle a retrouvé grâce à cette vieille femme qui lui a donné ces informations et qui devait venir vivre ici pour être soi-disant mon protecteur et surtout rassurer tout le monde que je n'habite pas seule dans la maison pour pas qu'il m'arrive un malheur ou quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez de lui? Donc la tante, elle répond que oui. Eh bien, un jour, j'ai fini par le griller qu'il me photographiait et filmait quand j'étais soit dans la douche, soit en train de me changer dans ma chambre. Donc, quand je l'ai pris la main dans le sac, je l'ai supplié et je lui ai demandé de tout supprimer. Dans un premier temps, il voulait pas, je l'avais mis à la porte. Ensuite, il est revenu vers moi en me montrant le téléphone comme quoi il avait tout supprimé et surtout qu'il regrettait. Il en a même pleuré et il m'a demandé de le pardonner et surtout de le reprendre à habiter sous le même toit, etc. Donc j'ai voulu lui donner une seconde chance en me disant, quand je l'ai vu, vraiment il a regretté ses actes et puis voilà, ça devait jamais être connu cette affaire-là. Et ce jour où il est venu pour soi-disant me demander samah, c'est-à-dire le pardon parce qu'il avait fait une tauba, c'est-à-dire qu'il s'était repenti au niveau de Dieu mais il voulait que je le pardonne aussi moi, il m'a demandé de lui faire un repas pour lui et ses amis. Chose que j'ai fait. Et ils sont rentrés à 4 et voilà ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait et là, Lani, et elle a tout raconté. À partir de ce moment-là, ma vie n'est plus la même et je n'ai pas envie d'entraîner votre fils Khaled dans mes problèmes. C'est pour ça que le mariage n'aura jamais lieu. La tante, elle est choquée. Elle sait même pas quoi lui dire à part ok, je vais voir, et elle quitte la chambre. Quand Khaled y voit sa mère sortir avec une tête bizarre, c'est pas du tout la même même tête avec laquelle elle était rentrée dans la chambre, il comprend pas. Il se doute, il sent qu'il y a quelque chose de grave, mais quoi? Allah alam, seul Dieu sait. Donc il va essayer de comprendre et savoir, sauf que sa mère elle va dire non, on n'a pas le temps, allez, on part et tout, je te parlerai, je te raconterai tout à la maison, mais là il faut qu'on quitte. Surtout le long, Khaled il dit qu'il était stressé, angoissé, qu'il avait mal au ventre. Sa mère, qui est d'un caractère joyeux et qui est très bavarde, là elle avait que le silence. Elle avait pris son chapelet, elle était stressée et elle faisait que des istighfar et elle réfléchissait avec elle-même, sans doute à la manière dont elle allait dire ça à son fils. Donc une fois qu'ils sont à la maison, elle lui dit écoute mon fils, c'est-à-dire il est fort probable malheureusement
qu'il n'y ait plus de nasb, c'est-à-dire d'avenir, entre ta cousine et toi. C'est-à-dire de mariage, je pense que ta femme va demander le divorce. Dans un premier temps, Khaled ne comprend rien. Il dit, mais comment ça, de quoi tu parles, n'importe quoi. Elle et moi, on s'aime, et ce depuis qu'on est enfant. On a des sentiments depuis très forts l'un envers l'autre. Ensuite, toutes ces conditions, je les ai acceptées, et toutes mes conditions, elle les a acceptées. Et je vous signale qu'on est mariés religieusement parlant et que dans quelques temps on doit faire notre mariage. Genre en gros on est amoureux, de quoi tu parles, on va se marier. Donc là la belle-mère elle va essayer de feinter en disant non, elle m'a dit écoute quand on était dans la chambre, voilà que elle a fait salat istikhara, donc la prière de consultation, et qu'elle a vu entre toi et elle ça allait pas être quelque chose de bon. Donc voilà, elle préfère qu'on annule le mariage. Et écoute, mais c'est pas grave. Alhamdoulilah, heureusement qu'elle a prié et qu'elle a vu ça. Comme ça, on garde les bonnes relations de famille. Et regarde, pense dès maintenant, réfléchis. N'importe quelle autre fille tu veux, n'importe qui. Dis-moi, et moi, ta mère, je vais me rendre chez cette personne. Je ferai des mains et des pieds pour que tu te maries avec leur fille. Mais le sujet de ta cousine Ahlam, oublie. Elle a vraiment plus envie. Donc là, en fait, la belle-mère, elle voulait pas dire le gros problème dans lequel sa nièce, elle était. Elle avait trop peur parce que quand quelqu'un, il est trop calme, vous savez, quand il s'énerve, il peut faire des dingueries. Donc, Khaled, il dit, quand même, il veut pas comprendre. Donc, il dit, c'est pas possible. Là, c'est une blague, c'est un prank que vous me faites. Vous m'avez mis la pression et c'était sa seule condition que je lâche mon poste. En plus, là-bas, je gagnais très bien au niveau de mon salaire. Là, j'ai perdu dans mon salaire. Et j'ai fait des mains et des pieds pour satisfaire tout le monde. Et maintenant, tu me dis, elle bint matabik. Genre, en gros, elle veut plus de toi. Et là, il va dire à sa mère, adri anna fi inna el mawdou' fi inna ya imma. Genre, en gros, je sais très bien qu'il y a un truc que tu me caches, que vous me cachez. Et je sais qu'il y a un grand problème derrière. Maintenant, le fait qu'elle ne veuille plus de moi. Mais c'est pas grave, je finirai par comprendre et par savoir et pourquoi maintenant elle me refuse, elle veut plus de moi. Et directement, il dit Khaled, il a plus de sbar, il veut comprendre, il reprend les clés de sa voiture, il remonte, il se remet en direction de la maison de sa femme, elle le fait rentrer, et il s'installe au salon et il lui pose directement la question. Ahlam, comment ça se fait que maintenant qu'on a de toi de se marier, tu dis que tu veux pas de moi. Alors que je me rappelle très bien que tu m'avais demandé au début, avant qu'on se marie, de faire la salat istikhara de mon côté, le même soir où toi, tu la faisais, et que le lendemain, on s'est appelé en même temps pour se dire, alhamdoulilah, qu'on avait vu que du bon, que du khair, que Dieu, il a dit que si on est ensemble, on n'aura pas de problème, et que tu étais contente. C'était une de tes conditions aussi, la prière de consultation. Et là, maintenant, Zama t'a reconsulté, et c'était pas bon, alors qu'à chaque fois tu me dis, c'est à chaque fois que je consulte, alhamdoulilah, que je fais la prière de consultation, j'ai que des réponses positives. Dis-moi, c'est quoi la véritable raison? Et donc là, il parle tellement Khaled, et il se met carrément même à pleurer, et il vient devant elle, et il lui la tient par les mains, et il la supplie, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, je t'aime, s'il te plaît, dis-moi s'il y a quelque chose, si j'ai fait quelque chose, ou si tu veux que je fasse quelque chose pour te récupérer, juste dis-moi. Et là, elle éclate en sanglots et lui dit, écoute, tu te rappelles mon frère Yahya, là, va tout lui raconter. Il dit oui. Et voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Et aujourd'hui, je suis enceinte. Là, genre en gros, enceinte de qui? Je sais même pas. Que quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle est restée paralysée et qu'elle savait même plus comment faire. Donc à ce moment-là, mes cappuccinos, cappuccinettes, quand Khaled, il apprend et entend de la bouche de Ahlam qui lui raconte en tremblant et surtout en pleurant toute l'horreur qu'elle a vécue durant 3 mois jusqu'à elle est tombée enceinte, la pauvre. Elle sait même pas qui est le père de l'enfant qu'elle porte en elle. Et qu'elle a trop peur d'aller l'enlever parce qu'elle veut pas tuer l'âme du bébé qu'elle a dans le ventre. Donc là, il lui dit quoi? Il lui dit Inti ala dimmeti, c'est-à-dire toi tu es ma femme, genre en gros t'es sur ma responsabilité. Je m'appelle pas, il lui jure comme ça, Yahya walad
falan ben falan. Genre en gros, je suis pas le fils de mon père, un tel, petit-fils de un tel, si ma akhad lak haqqak. Genre en gros, si, genre je me venge pas pour toi. Si je me venge pas de l'horreur que ces chiens t'ont fait. J'ai une petite sharafi, c'est-à-dire tu es mon honneur et je vais défendre et redéfendre mon honneur. Il lui dit la seule chose que je veux de toi, c'est que tu fasses un truc. Donc là, elle lui dit oui, parce qu'elle était choquée. Durant des mois, il lui a fait dire Yahya dans sa tête, il lui a ancré que quand il l'entendra, tu verras qu'il te massacrera, qu'il te fera ci, il t'enterrera vivante, que des atrocités, des abominations comme celle-ci, alors que quelqu'un de normalement constitué, quand il va entendre ça, il va avoir une réaction tout autre que de vouloir tuer la personne qui a souffert et qui est la victime surtout. Il lui a dit, je veux que tu appelles ton frère Yahya, que tu lui dises voilà que tu allais faire un bon repas et tout, que tu peux venir même avec tes potes. Voilà, parce que en même temps, il faut que je te parle d'un truc et tout ça. Nanana. Tu inventes une histoire, en gros, tu essayes de l'attirer, mais pas tout seul, avec les potes avec qui il a l'habitude de venir. Donc, il lui dit, Khaled, est-ce qu'il va trouver ça bizarre et tout, que c'est toi qui l'appelles? Elle dit, ouais, je pense, parce que lui, il apparaît et disparaît quand il veut. Quand il vient, c'est juste pour, vous savez, faire quoi avec ses potes. Donc, Ahlam, elle prend son téléphone et elle appelle donc Yahya. Il décroche et elle lui dit, écoute, voilà, je sais que toi t'aimes bien le kobecha et c'est ce que je vais cuisiner ce soir. Et voilà, si tu veux passer pour manger, viens, genre en gros, marhababik, t'es le bienvenu et tu peux venir même avec akhoyak, c'est-à-dire avec tes potos. Et puis voilà. Yahya, quand il a vu le numéro de téléphone de sa sœur s'afficher sur son téléphone, il était choqué, puisque jamais elle l'a appelé. En tout cas, depuis qu'elle avait pris la main dans le sac, qu'il l'a filmé, sans parler des multiples V qu'il faisait, elle l'appelle pas. Elle veut s'en débarrasser, elle veut oublier, elle veut jamais le côtoyer. Donc là, lui, ça lui a paru bizarre qu'elle l'appelle et tout de suite, il a eu un déclic. Attention, alerte, c'est bizarre. Pourquoi elle veut m'inviter à manger? Et ce qu'elle savait pas à ce moment-là, Ahlam, c'est que Yahya, il était au courant que Khaled, il était de retour de Tabouk et qu'il était en ville. Donc directement, tout de suite, il a fait le lien. Donc il lui a dit, il n'y a pas de problème, j'accepte l'invitation. Donc il a fait un plan. Son plan, c'est quoi? Lui, quand il venait, je vous ai dit, pour Ahlam, il venait lui avec 3 mecs. Sauf que cette fois, il va venir avec les 3 de d'habitude et 3 autres qui ramenaient de temps à autre, mais qui avaient déjà fait du mal, à Ahlam. Et donc, ils vont se retrouver au total de 7. Donc, quand il va arriver devant la maison de Ahlam, Yahya, il va dire à un des 7, à un de ses potes, toi, tu restes dans ta voiture. Et il lui dit, écoute, si tu vois ce mec, donc il lui montre la photo de Khaled, venir, tu m'envoies un message et en gros, tu fais l'alerte. En gros, il l'a laissé en guetteur. Tu surveilles bien, tu gardes bien les yeux ouverts et dès que tu le vois, tu m'envoies un message et je saurai déjà dans un premier temps que c'est un plan et on pourra être préparé si jamais il veut nous attaquer, si jamais, voilà, elle doit raconter les dingueries qu'on lui fait. Et donc, ils vont sonner et ils vont rentrer dans la maison de Ahlam. Ahlam, elle avait tout préparé, elle a posé le repas, mais elle était très stressée et très nerveuse. Parce que Khaled lui avait juste dit de le ramener à la maison, mais elle ne savait pas encore ce qu'il allait faire et c'était quoi son idée. Donc là, à l'intérieur de la maison, ils sont 6 gars, dites-vous. Le 7e, il est dans sa voiture. Et comme ça, au bout d'1 heure, voilà Khaled qui arrive, armé, et qui rentre dans la maison de Ahlam. Mais vous vous rappelez, Yahya, il avait tout calculé. Il a laissé un de ses potes qui pensait être le plus sûr, le plus fiable, faire le guet dehors. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, le mec, quand il l'a vu, Khaled, il l'a reconnu tout de suite. Parce qu'il avait sa tenue militaire et surtout, il avait son arme. Et donc, il a tellement eu peur quand il a vu la détermination et la colère
dans les yeux de Khaled quand il est rentré dans la maison, qu'en fait il a eu peur, il a juste démarré. Il a pas pris son portable pour envoyer un message ou appeler et dire à Yahya attention, il rentre, attention, il est là. Donc il les a pris par surprise. Et l'autre, il s'est enfui parce que comme il l'a vu armé, il s'est dit c'est sûr qu'il va les grrr, il va les bip, les quick, et que après il va venir le quick à son tour. Donc là, Khaled il est à l'intérieur du majlis où ils étaient en train de manger. Là, quand ils rentrent armés, ils sont choqués. Yahya, il comprend pas. Parce que le mec, il devait l'alerter. Les autres, ils ont paniqué. Quand ils ont vu Khaled déjà, comment il était corpulent, comment il était déterminé et tout, ils se sont dit, c'est mort. Il va nous tuer. Surtout, il était armé jusqu'aux dents. Donc là, dites-vous, il a tiré aucune balle. Il les a braqués et il leur a juste dit, allongez-vous tous par terre et laissez vos bras allongés devant vous et tentez rien du tout. Et directement, Khaled il dit à sa femme d'appeler tout de suite la police. La police est finie par arriver et là ils prennent directement des mains de Khalid son arme et ils le mettent dans la voiture de police. Ensuite ils arrêtent les 6 autres, donc Yahya et ses potes, et ils emmènent aussi avec eux au poste de police Ahlam. Quand ils arrivent au poste, donc là ce qui va se passer, c'est quand les policiers ils vont se rendre compte que Khaled c'est un militaire, en plus c'est encore un militaire en service, etc. En gros, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être interrogés, etc. par la police, on va dire lambda. C'est la police militaire, donc d'où le retraité du début de l'histoire qui raconte tout ça. Eh bien, c'est eux qui rentrent en jeu, la police spéciale de l'armée. Vous savez, un peu comme NCS, je crois. C'est comme ça. Ils s'occupent des crimes, des affaires d'enquête qui sont liées aux militaires, à l'armée et tout. Donc, quand ils se sont rendus compte de ça, la police, ils ont directement contacté la police militaire qui sont venus donc prendre du poste, Khaled. Et eux, ils ont gardé les 6 autres gars pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et ils ont gardé aussi, Ahlam. C'est que quand les policiers vont demander aux 6 pourquoi Khaled, il vous a braqué, il vous a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé et tout, ils vont dire on sait pas. Nous, on était au calme, en train de dîner. Yahya, il dit c'est ma soeur qui m'a invité avec mes amis. Et puis voilà ce qui s'est passé. Et il est rentré, on n'a rien compris. Quand il va aller interroger Ahlam et lui dire pourquoi son mari l'avait agi ainsi, la pauvre, elle va tellement avoir peur. Puisque dans leur ville, en fait, même au niveau de la police, son histoire, elle dit que si elle en aurait parlé, en fait, avant même qu'elle soit sortie du commissariat de police, l'histoire, elle aurait fait du bruit. Et en fait, elle a dit qu'elle voulait éviter le scandale et que tout le monde soit au courant de ce qui lui était arrivé. Pour ne pas être pointé du doigt, parce qu'il y en a qui vont avoir de l'empathie et être choqués et être de son côté. Et il y en a d'autres, en gros, qui vont la blâmer et qui vont être archi inhumains envers elle. Et elle avait peur parce que voilà, elle savait, elle disait dans nos sociétés, malheureusement, la plupart du temps, ce genre d'affaires, comme on l'a dit, c'est toujours la femme, dans la plupart des cas, qui est blâmée. Donc, elle a gardé le silence. Elle a dit qu'elle ne sait pas pourquoi son mari a agi ainsi. Basta. Alors qu'à ce moment-là, si Ahlam, elle aurait parlé, ces 6 bourreaux, avec le 7e qu'ils auraient été cherchés, ils auraient été sévèrement punis, puisque dans la loi, c'est puni. C'est puni. Mais beaucoup trop de victimes ont peur de parler à cause de représailles ou on va les pointer du doigt, on ne sera pas de leur côté. Donc elles vivent avec ce secret-là, ces douleurs-là, ces traumatismes-là, enfuis en elles. Donc, Ahlam, elle fait partie de ce cas-là et elle va garder le silence. Ils vont laisser la police donc partir Yahya et ses potes, sans rien du tout, sans jamais savoir qu'ils avaient en face d'eux. Par contre, Khaled, ça va être une autre affaire. Il va être condamné par le tribunal militaire à passer 3 mois de prison, comme pour abus de pouvoir. Et donc, Khaled, il va rester emprisonné, comme je vous l'ai dit, durant 3 mois dans une prison militaire. Donc, au bout de ces 3 mois, voilà le jour de sa sortie. Directement, quand il sort de prison, Khaled, il va directement à la maison de son épouse, Ahlam. Il frappe, elle lui ouvre la porte et il rentre.
là, elle était gênée, triste et surtout désolée qu'il ait eu 3 mois de prison et tout, mais elle lui explique qu'elle avait beaucoup trop peur de parler. Et il lui dit, écoute, je peux te comprendre et tout, je sais que c'est chaud de parler de ces sujets-là, c'est encore trop tabou, c'est encore trop, malheureusement, la victime qu'on va blâmer que ses bourreaux. Et je pense que j'avais capté ça, où il y a quelque chose qui a dû me le dire. Et quand ils ont fait l'enquête avec moi, je leur ai pas parlé de ton frère, tout ce qui t'a fait soupir avec ses amis, parce que j'ai bien compris, au vu du temps qu'ils me gardaient à me poser des questions, que tu n'as pas parlé. Sache, Ahlam, que ces 3 mois de prison et tout ce qui t'est arrivé, ça n'a en rien nui à mes sentiments, aux sentiments que j'ai envers toi, en l'amour. Bien au contraire, ça l'a encore plus fait grandir et surtout renforcer. Écoute-moi bien, Ahlam, j'ai juré sur ma vie, j'ai juré que j'allais me venger. Et quand je jure et que je fais la promesse de me venger, wallah que ce que je dis, ça va pas se retrouver à terre. Et je vais le faire, c'est-à-dire tout ce que je t'ai dit, que j'allais me venger, je peux pas les laisser comme ça. Arsel Ark, je vais te rendre ton honneur à ma manière. Donc là, elle a été choquée. Il lui a dit, pendant la prison, je crois que ces 3 mois-là, j'ai dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit et j'ai pensé à la manière dont j'allais me venger de ces 7 salopards. Et là, directement, il va commencer à exposer Khaled à Ahlam son plan de A jusqu'à Z, dans les moindres détails. Une fois qu'il finit de lui exposer son plan, il lui dit assalamu alaikum et il quitte et il rentre chez lui. Parce que je vous ai dit, il sort directement de la prison et de la prison, il n'est pas rentré dans sa maison. Il est d'abord venu voir sa femme, il lui a dit son plan et il rentre chez lui. Donc un jour, voilà, Khaled, il se lève et il va parler avec un des sheikhs, un des imams respectés et connus de la ville de Abu Arish à Jizan. Et il va lui parler de cette façon. En particulier, il va vers ce cheikh, cet imam-là en question, c'est parce que c'est celui vers qui, en gros, quand tu as des problèmes, quand il y a des conflits et tout, bah, c'est celui, en gros, qui est le plus mieux réputé pour essayer de rabibocher les gens, de faire pardonner les gens, de trouver des solutions, des conciliations et tout. Donc, il va se diriger vers lui. Donc, il lui a expliqué l'affaire, voilà. Un jour, je suis rentré, j'étais armé, j'ai braqué, c'est cette personne-là. Donc, il a dit leur nom. Le cheikh, il les connaît très bien, il connaît leur famille, il connaît leur daron à chacun de ces 7 personnes en question. Et il dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi j'ai pété un câble, voilà, j'ai passé ma condamnation, mais pour me pardonner avec moi-même, j'ai besoin que ces 7 mecs me pardonnent à leur tour. Et pour ce faire, j'ai décidé d'organiser un dîner où je veux que ces 7 là en particulier y soient invités, ainsi que le père de ces 7 personnes. Il y a aussi des gens à moi, des amis, et je veux en gros faire en sorte que Jizan, l'histoire qu'ils ont été au courant que moi, le militaire Khalid, j'ai fait de l'abus de pouvoir, voilà ce que j'ai fait, parce que tout se sait directement. Il dit, je veux aussi maintenant me faire pardonner de manière publique. Comme l'histoire s'est fait connaître comme ça publiquement, j'ai envie de me faire pardonner aussi publiquement. Donc là, l'imam, le cheikh, il l'a félicité. Il lui a dit c'est bien, qu'il s'était remis en question et surtout qu'il avait ressenti du remords et des regrets et tout. Il lui dit oui, c'est 3 mois en prison, j'ai regretté, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Si vous me demandez aujourd'hui pourquoi j'ai agi ainsi, je peux pas vous le dire, je sais pas, j'ai dû péter un câble avec voilà le transfert que j'ai eu, cette mutation et tout, je sais pas wallah, mais voilà, en tout cas je regrette vraiment. Donc là, il va partir avec l'imam, ils vont appeler les papas des 7 mecs et ils vont tout simplement, c'est l'imam qui a parlé, il dire voilà, il regrette vraiment, il va faire un dîner et le pardon, il va leur sortir des hadiths, des versets du Coran sur le pardon, tatati tatata. Donc voilà, il faut accepter la main qui vous tend. En gros, il fait un pas vers vous, donc le renvoyez pas. C'est un acte vraiment d'homme, c'est un acte humble, c'est un acte si et tout. Donc tous les 7, en particulier là, que ce soit leur papa ou eux-mêmes, ils vont tous accepter sans exception cette invitation à dîner. Donc, très vite, comme c'est une ville de brigag et bien de curieux, ça va faire en gros, comme on dirait, téléphone arabe. Tout le monde va être au courant.
waouh, il est sorti, ça se voit qu'il s'en voulait, ça se voit. Donc, en gros, s'il a fait de la prison, c'est pas pour rien et tout, nanana. Voilà. Bah, il essaye de se racheter, c'est bien et tout. Tout le monde a été au courant qu'il va faire un dîner de pardon. Donc, le jour de ce dîner arrive. Et il n'y a pas un habitant jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit 2025, qui n'est pas au courant déjà de cette histoire, mais surtout de ce soir-là en particulier. Et donc, on est dans le fameux soir du dîner de pardon. Et Khaled, dites-vous, il a invité le nombre qu'il pouvait inviter, c'est comme si c'était un mariage. Il a invité du peuple comme jamais. Donc directement ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte de voir avec ses cuisiniers dans un premier temps le fait de poser le dîner un peu tard. Comme ça, en gros, les personnes âgées, elles vont être fatiguées une fois qu'elles auront mangé. Elles n'auront plus envie, genre en gros, de s'éterniser, de rester. Elles voudront juste Allah, genre rentrer chez eux et aller dormir. Quant à eux, les plus jeunes, bah là, ils sont jeunes, ils peuvent rester, tenir comme ça jusqu'à l'aube, et ils allaient se retrouver genre entre jeunes. Donc c'est comme il l'avait calculé dans sa tête, les papas des 7 en question d'un certain âge, ils sont partis, les autres hommes d'un certain âge aussi commencent à s'en aller, le shir, l'imam qui les a mis en relation aussi, il rentre chez lui, j'allais dire il rentre chez lui et tout le monde rentre voilà dans son foyer. Et il reste donc que la jeunesse. Et à un moment donné, voilà Khaled qui se lève devant tout le monde et surtout devant les 7 qui étaient réunis assis l'un à côté de l'autre et leur dit voilà, devant tout le monde, je reconnais, j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise et tout, je vous demande devant tout, c'est l'assistance qui est là, devant tous ces gens-là, de me pardonner, je vous demande pardon. Donc les 7 ils vont dire non mais c'est bon, l'incident il est oublié, ça va pas, ça y est, nous on est des frères et tout, en plus tu nous as fait un dîner comme ça, genre en gros c'est comme si genre tu t'es mis à nu, tu t'es rabaissé pour nous demander pardon devant toute la ville et tout, nanana, t'inquiète, on t'a pardonné et tout, c'est bon, c'est oublié. Mais à ce moment-là, tout le monde en fait ne sait pas que toutes ces paroles qu'il dit Khaled, c'est min fawq qalbah, c'est vraiment pas de son cœur. Là, il joue un rôle. Il est en train de les endormir. Et eux, ils prenaient de l'assurance. C'est-à-dire qu'ils se regardaient et qu'ils se disaient « Ah, il n'est pas au courant de ce qu'on a fait à sa femme. Ah, il ne sait pas. Elle n'a pas eu le courage de lui dire. Mais comment avouer une telle chose? C'est vrai, c'est une dinguerie. Tatati, tatata. Ah, il ne le sait pas. Peut-être qu'en vérité, quand il est venu armé, il n'est pas au courant. On a bien fait de ne pas parler, de ne pas avoir rien dit lors de nos interrogatoires et que ce soit lui qui se soit tapé la prison. Tatati. Ah, ok, bah, alhamdoulilah, Dieu merci. Il n'est pas au courant parce que c'est sûr qu'il nous aurait terminé ce soir-là. Hein, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ils ont posé le dessert, le thé, tout. Et à un moment donné, les 7, ils commencent à fatiguer, ils commencent vraiment à se faire tard, même s'il y a encore du monde, ça y est, ils veulent partir. Et leur dit, bon, attendez, dernière petite surprise, dernier petit cadeau. Pour me faire pardonner, je vous ai acheté à chacun des téléphones. Voilà. Et je voulais vous les offrir et devant tout le monde, devant témoins. Donc, il dit, attendez-moi là, je vais à la voiture, je vais chercher les téléphones, vos cadeaux, et je vous les donne. Et là, que ce soit Yahya et ses 6 autres potes, ils sont contents. Ils se disent, purée, il est vraiment bête. On a tout fait à sa femme, des dingueries, même pas imaginables. Et là, le mec, en plus, il va nous offrir des téléphones. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Et là, Khaled, il part dans sa voiture, et il prend une mitrailleuse. Et il rentre. Et les 7. Vous avez compris. Et dites-vous qu'il leur a laissé aucun échappatoire, puisque dès qu'il voyait que un, malgré qu'il soit touché par exemple à l'épaule ou quelque chose, ou à la hanche ou dans le ventre, mais qu'il était encore genre avec de la vie, il retirait sur eux et il s'assurait qu'ils soient genre morts, qu'ils aient quitté la vie. Et dites-vous qu'il avait des chargeurs et des chargeurs et qu'il faisait que de les recharger et de leur tirer dessus. Et là, je sais que vous êtes choqués et moi, encore une fois, malgré que je savais qu'on allait arriver à ce moment-là, je suis ultra choc-barre. Imaginez la scène et imaginez aussi les autres personnes, les invités qui étaient là.
et qui ont dû être choqués de la scène qui est en train de se passer devant eux. Et là, quand il s'assure que les 7 sont morts, il a pris son arme, dites-vous, il l'a jetée et il s'est assis au milieu des corps et il a commencé à dire devant toute l'assemblée des autres invités qui étaient là, ultra choqués, recroquevillés sur eux-mêmes dans un coin, j'ai lavé l'honneur et la promesse que j'avais fait à ma femme. Donc là, il y en a qui lui ont dit, mais t'es malade, t'as fait ça et tout, t'aurais pu nous toucher alors que nous, on n'a rien à voir avec vos histoires, on n'est même pas au courant et tout. Il a dit, là, vous, jamais je vous aurais touché, ni blessé, de manière volontaire ou involontaire. Parce que vous êtes des personnes charifines, genre honorables. Mais eux, ils méritaient d'être comme ça parce que ce sont des chiens. Quand vous allez comprendre, apprendre et savoir ce qu'ils ont fait, vous allez être choqués. Ces personnes-là, ce qu'elles ont fait à ma femme, elles auraient pu le faire soit à vos femmes, à vos mères, à vos sœurs, à vos filles. Tellement qu'ils n'ont pas d'âme ni cœur. Ensuite, directement, il leur a demandé d'appeler la police afin qu'ils viennent l'arrêter. Donc là, la police, le poste, ils ont commencé à rien comprendre, ils recevaient des appels, tout le monde disait voilà ce qui s'est passé, donc ils ont fini par arriver à l'endroit. Et quand ils sont rentrés, ils étaient armés, habillés un peu, tu sais, vous savez, comme le CRS et tout ça, vraiment avec le gros équipement. Sauf que quand ils vont arriver, ils vont voir que les armes qu'il avait, ils sont posées d'un côté et que au moment où ils rentrent, il était en train de prier à côté des 7 corps. Et que tous les gens qui étaient là, ils étaient choqués et que eux-mêmes, la police spéciale, là, comme le CRS, ils étaient aussi choc-bas. Et quand il a fini sa prière, il s'est levé, il s'est dirigé vers eux. Et genre, il leur a dit, menottez-moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tout le monde était sous le choc, que ce soit déjà les invités, ça on n'en parle même pas, mais même la police, quand ils sont arrivés sur place, le JIGN de là-bas et tout, ils étaient choqués de la scène de crime, d'horreur qu'ils avaient en face d'eux. Ce crime, cette affaire, elle a tout simplement créé un séisme dans la ville de Jazan et même bien au-delà, dans toute l'Arabie Saoudite et dans le Moyen-Orient. Donc là, on revient au bureau du militaire retraité quand il raconte cette histoire et il dit que tout ce que je vous ai raconté quand Khalid il lui disait, il y a des fois il était stressé, il a beaucoup pleuré, il était angoissé, il était stressé et des moments même il coupait sa respiration, il n'arrivait plus à respirer tellement que comment c'est possible quoi. Il a pas du tout nié les faits, il a tout avoué, tout raconté dans les moindres détails. Ils sont partis, ils ont raconté, ils ont écouté sa femme, elle a tout raconté et tout. Ils ont trouvé dans les portables des 7 qui étaient morts, toutes les preuves et vidéos horribles et ignobles de Ahlam. Et donc les dires, ils étaient bel et bien réels. Donc il a été arrêté, ensuite il va être jugé et condamné et il a eu la peine de mort. Donc là, le shir qui les avait mis en relation avec les 7 et leur père et tout, qui s'était chargé de les faire pardonner, avec les parents de Khaled, avec beaucoup d'autres personnes qui connaissaient Khaled, ils ont essayé par tous les moyens possibles et imaginables de parler aux parents des 7, aux familles des 7, de le pardonner. Genre en gros, si ils disent ouais, ils le pardonnent, mais il va rester en prison, mais il n'aura pas la peine de mort. Il reste en prison à vie. Il n'y a aucun, dites-vous, des 7 qui a accepté ça. Ils voulaient tous qu'ils soient tués, malgré que l'imam, il leur a dit mais ils vous ont montré la police, preuve A plus B, des horreurs et des atrocités que vos enfants, que vos fils faisaient. Mettez-vous à la place de Khaled, si c'était arrivé à vos filles ou à vos femmes, ça se trouve vous aurez réagi pire. Mais les familles voulaient rien savoir, ils voulaient rien entendre, ils voulaient juste que Khaled y meure. Khaled à un moment donné, il en avait marre, il a dit à sa famille et à l'imam d'arrêter d'aller supplier pour lui cette famille-là, que lui, il savait très bien qu'il allait mourir et s'il meurt pour avoir vengé sa femme,
il a aucun regret et il serait prêt à le refaire. Et donc, quelques années après, voilà, ça, la condamnation, un jour, ils vont ouvrir la cellule de Khaled et lui dire que c'était le jour où sa peine de mort allait être exécutée. Donc, il a eu la peine de mort. Concernant son épouse, Ahlam, on ne sait pas où elle est aujourd'hui. On ne sait pas si elle a gardé l'enfant. On ne sait pas dans quel pays, parce qu'elle a quitté l'Arabie Saoudite après cette histoire-là. Elle a vendu la maison. Elle a pris l'argent. Elle est partie refaire sa vie ailleurs. Et on n'a plus du tout de ses nouvelles. Donc on ne sait pas où elle est et surtout si elle avait gardé l'enfant ou pas. On a beaucoup, quand l'histoire a éclaté, ensuite qu'ils ont compris la chronologie des faits, surtout qu'il y avait une première fois où il avait réussi, Khaled, à les faire arrêter, qu'ils lui ont voulu de pourquoi elle n'a pas parlé. Il y en a beaucoup qui ont dit, si elle n'a pas parlé, c'est parce qu'elle avait peur et que malheureusement, on blâme souvent les victimes au lieu de blâmer les bourreaux. Donc elle a eu peur, elle était effrayée. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas parlé. Mais il y en a qui disent que si elle avait parlé, la fin, elle était tout autre. Donc quand il avait fini, Khaled, de raconter aux militaires retraités l'histoire, il lui a dit, est-ce que tu te souviens, de ce que je t'avais dit en premier, à savoir, est-ce que tu aurais fait comme moi j'ai fait ou tu aurais fait autrement? Dites-vous que le militaire, même s'il n'avait pas le droit de dire ça et qu'il était en fonction, il a dit qu'il aurait fait la même chose, voire pire. En fait, ça, c'est une histoire lourde, c'est une histoire choquante. On ne s'attend pas du tout à un tel scénario, à une telle affaire et surtout à une telle fin. Donc il y a beaucoup de personnes et la plupart de la population, elle était du côté de Khaled. Il y en a même qui ont essayé de faire des manifs et tout pour faire en gros en sorte de faire un élan qui avait pris à l'époque à Jezan pour lui éviter la peine de mort et qu'ils ont dit que voilà, ces sept-là, ils étaient dégueulasses et que tout ce qu'ils ont fait à cette fille, c'était horrible. Parce que dites-vous que les vidéos, elles étaient ultra choquantes. Tous les sévices sexes qu'ils lui ont fait subir, c'était très 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 grave. Jusqu'à aujourd'hui, à Jezan, quand on parle de cette histoire de Khaled, il y en a beaucoup qui disent Allah irhamah, paix à son âme, Allah yakhd haqqa, c'est-à-dire que Dieu se venge pour lui, que les sept, ils auront ce qui est, leur punition dans l'au-delà et qu'ils espèrent que Khaled y soit compté parmi les gens du paradis. Les gens, ils aimeraient trop savoir où elle est, Sarah, mais elle est partie refaire sa vie et oublier toutes les dingueries qui lui sont arrivées. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais on ne sait pas si elle est enceinte d'une fille ou d'un garçon. Il n'y a rien de tout ça qui a été dit. Et ça fait trop mal au cœur. Ils devaient entamer une vie. Ils étaient amoureux depuis l'enfance. Et voilà les dingueries qu'ils ont subies. Sarah, elle a subi que des grosses épreuves. Voilà, perdre sa mère, ensuite son père. Ensuite retrouver un frère qui n'est pas véritablement un frère. Et qui lui a fait subir des choses innommables. Et j'avoue, c'est trop grave cette histoire. Quoi qu'il, Allah yakhd al-haq, c'est la meilleure des choses à dire. C'est que j'espère que Dieu, cette affaire, il s'en vengera bien. Et que vraiment, si Sarah, elle est toujours, vivante et dans notre monde, eh bien que j'espère que sa vie, ça va. Et qu'elle a pu surtout se reconstruire. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez sans spoil de cette affaire, de cette histoire. Je voulais vous la raconter, donc elle mélange du crime et surtout de l'HDV. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en avez pensé. J'ai fini cette vidéo à 4h19 du matin. Et j'avais commencé à tourner, je crois qu'il était un peu plus comme ça de minuit. Donc voilà, je suis choquée par... Non, c'est pas possible. C'est quoi cette affaire? Quand j'ai entendu, j'ai tout de suite raconté à ma mère. Il fallait que je partage avec quelqu'un cette histoire, ma frustration, ma peine, ma colère.
ma tristesse, tous mes sentiments que j'ai eu dans ma tête, il fallait vraiment que je la raconte. Et surtout aussi, j'étais très empressée de vous la raconter à vous, mais le temps de traduire et le temps de que je la prenne et tout, bien comme il faut, que j'amasse toutes les informations liées à celle-ci, ça prend un peu de temps, mais j'ai essayé, désolé. Ouais, il est 4h20. Si je bug, c'est normal. J'ai essayé à tout prix, voilà, de vous la raconter comme elle se raconte aujourd'hui. Et si un jour vous passez par Jazan, il vous suffira juste de dire l'histoire de Khaled et le militaire et Yahya, et on va vous la raconter comme je vous l'ai raconté. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, déjà je vous remercie infiniment et je vous invite à écrire tout simplement en commentaire Khaled le militaire. Voilà, essayez de pas spoil, je vous en supplie, et bien dans les commentaires afin de laisser le plaisir aux autres qui viennent derrière vous, et bien la découverte de l'histoire et surtout le dénouement de celle-ci. Et dites-moi juste en commentaire si elle vous a fait rappeler l'histoire de Rami et le protecteur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!